Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo où nous allons nous projeter dans le futur car nous sommes actuellement en 2030 et on fait un bilan des années 2020 en fait avec l'ami Big B. Salut Big B, tu n'as pas vieilli mon cher. Merci à toi pour cette coupe de cheveux avec l'arrêt au milieu, très réussi. Du coup, on va effectivement parler de notre vision de ces 10 prochaines années de cinéma. Je meuble pour laisser le temps à Kerr de se recoiffer. Et eh bien, on va vous donner chacun nos points, en tout cas nos idées qu'on pense qui nous ont le plus marqué qui nous ont marqué sur les 10 prochaines années. En tout cas, ceux qu'on imagine les plus marquantes sur les 10 prochaines années. Voilà, on a chacun 7-8 points, on va voir si on a les mêmes. C'est le petit suspense, on a chacun préparé de son côté. Et du coup, je vais commencer. Moi, je pense fondamentalement que le cinéma en salle, il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont y aller. J'ai pu lire, pour préparer la vidéo, de nombreuses interviews de gens du cinéma. Il y a notamment un article que je trouve assez intéressant sur le Times qui prend une cinquantaine comme ça de personnes du show business, donc les frères Russo, des grands acteurs, etc. pour bien chacun donne leur avis sur le cinéma et on sent un stress, on sent vraiment qu'ils se sentent attaqués par les plateformes, on se sent les plateformes Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., HBO Max, et on sent en même temps qu'ils ont l'impression qu'ils sont coupés du jeune public qui a tendance à regarder des vidéos sur Instagram TV, YouTube ou autres plateformes à contenu court, en tout cas les réseaux sociaux. Et donc, le cinéma traditionnel en salle est attaqué de toutes parts. Et du coup, on ne peut imaginer effectivement que ça va amener à ce qu'il y ait donc moins de personnes en salle. Donc, ça aura sans doute deux effets. En tout cas, beaucoup d'effets dont on va parler, mais deux effets principaux. Le premier, c'est que pour que les salles de cinéma ne ferment pas, ça risque de faire des billets de salles de cinéma plus chers. Et rappelez-vous, il y a 10 ans, le prix des places, là, on est quasiment à 15 € tout le temps à Paris. Alors, je sais qu'en province, c'est un petit peu moins cher, mais c'est 15 € pas en 3D. Donc, c'est très cher. Pour que vous ayez une idée, par exemple... En province, c'est 8 francs. 8 francs, tout à fait, 8 sous, comme on dit en province. Et en Angleterre, là c'est mieux les cheveux. Et en Angleterre, il faut bien voir qu'on est près de 20 pounds, je crois, ça doit faire 25 ou 30 €. Donc il y a encore de la marge par rapport aux autres marchés. Donc voilà, donc déjà ça, attention, le portefeuille, le cinéma risque d'être un peu plus sorti élitiste. Et évidemment, ça va avoir un impact à la fois sur les films, mais aussi sur les propositions du cinéma, mais ça on va revenir après. Toi Kerr, qu'est-ce que tu vois comme autre changement majeur sur ces 10 prochaines années ? Alors déjà, je te rejoins sur le fait que les salles vont être moins fréquentées. Moi, je pense aussi qu'il y aura dans ces 10 années à venir moins de films en salle. Il y aura moins de sorties qu'actuellement. Je pense que les très gros films sortiront toujours au cinéma, mais qu'il y aura une tendance à peut-être sortir davantage les films, les petits films, on va dire les petits films indés, ou les films de grands réalisateurs, mais un peu, on va dire, plus intimistes, directement sur les plateformes de streaming. Et ça aura une conséquence, c'est qu'à mon sens, il y aura moins de cinéma, et j'ai peur que ça fasse fermer malheureusement des petits cinémas locaux, comme par exemple le petit village qui est à côté de chez moi, qui a son petit cinéma, et c'est très cool. Voilà. Donc, en fait, c'est une conséquence de ce que tu as dit. Moins de monde dans les salles, moins de films qui sortiront. Ouais, voilà. Alors du coup, je suis pas d'accord avec toi, et c'est pas pour un point de vue capillaire. Je suis pas d'accord avec toi parce que en fait, je suis d'accord qu'il y aura moins de films potentiellement qui sortent en salle, même si le mouvement sur les 10 dernières années, c'est qu'il y ait beaucoup plus de films. Je crois qu'il y avait en 2019 350 films sortis de plus qu'en 2009, pour te donner une idée. Donc il y a tendance à y avoir plus de films, mais effectivement peut-être plus de films seront... Il y aura toujours de plus en plus de films chaque année parce que c'est aussi un peu moins cher de faire des films qu'avant, mais je pense qu'effectivement il y en aura peut-être moins en salle et plus sur les plateformes, et ça c'est une des autres grandes tendances dont on va parler. Et il y a plusieurs producteurs de cinéma qui avaient tendance à dire que la
la tendance était less of everything, c'est-à-dire moins de tout, et donc d'avoir plus de films et avec moins d'acteurs connus, peut-être des films qui ne sont plus portés que par un visage qu'on connaît et beaucoup de jeunes castes à côté, peut-être un grand réalisateur et un cast d'inconnus, et donc c'est vrai qu'on va vers des tendances de films sur lesquels les studios ont envie moins de prendre de risques financiers, et donc des films qui coûtent moins cher, et une des choses qui va coûter le moins cher, c'est effectivement de ne pas avoir et un grand nom à la réalisation et au cast, d'avoir moins de cast, etc. etc. Donc d'accord sur le fait qu'il y aura potentiellement moins de films en salle et en même temps, par contre, beaucoup plus de films, je pense. À toi, mon cher Kier. Ce que tu as dit rejoint un petit peu mon idée aussi, parce que quand je parlais de moins de films, je parlais de moins de films en salle. Par contre, je te rejoins sur le fait qu'à mon avis, il va y avoir plus de films, mais surtout beaucoup plus de films sur les plateformes de streaming. Pourquoi ? Parce qu'elles vont être plus nombreuses, hein, on l'a vu, il y a Disney+, HBO Max, Peacock, etc. qui arrivent. Et en fait, ces plateformes-là, elles vont avoir besoin de contenu et elles vont produire beaucoup de films et de séries. Alors je pense qu'elles feront surtout des séries au départ, mais il va y avoir, à mon avis, beaucoup de films. Et il y a des films qui devaient sortir au cinéma, qui n'y sortent finalement pas. Regardons sur Disney+, ils ont sorti Togo directement, avec Harrison Ford directement sur Disney+, La Belle et le Clochard directement sur Disney+. Et ça, c'est des choses qui, à mon avis, va arriver, ça va être dans la décennie un élément qui va être très fort. Pensons juste à Netflix qui a quand même sorti le dernier Scorsese, le dernier Michael Bay, le dernier Alfonso Cuarón et qui va sortir le dernier David Fincher. Donc voilà. Bon, globalement, on est d'accord là-dessus. Ton autre point. Alors, tu ne coupes pas la raie en deux, comme on dit dans le métier. Et effectivement, quand on dit beaucoup de films, eh bien, je pense que ce sera une année, une décennie marquée par des films à suite. Effectivement, on peut imaginer qu'il va y avoir donc un Avatar tous les 2 ans sur une grosse partie de la décennie, un Star Wars tous les 2 ans sur une grosse partie de la décennie. Il va y avoir de nombreux Marvel par an, et on sait que du coup quand Marvel fait des choses, DC dit aussi, et eh bien qu'il y aura sans doute d'autres films sur Batman, Joker, donc en gros la clique des super-héros, à mon avis, a encore de belles années. Est-ce que ce sera plus haut que ce qui a été fait avant ? Pas facile de dire, mais pas facile, parce que déjà on a atteint des hauts sommets. Là, je vois. Enfin, tu as un avis sur la phase 4 dont tu vas parler, mais voilà, une année. Enfin, comme moins de personnes iront voir les films, moins d'envie de prendre des risques financiers. Forcément, ça laisse entendre des succès plus faciles, donc des suites, des gros blockbusters qui donnent envie aux gens de se déplacer et de regarder tout ça sur des gros écrans. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon cher K ? Mais je te rejoins complètement, et en fait mon point suivant est un peu en continuité avec ce que tu as dit. Je suis d'accord qu'à mon avis il va y avoir beaucoup de suites. Par contre, pour ce qui est des nouvelles adaptations et des remakes, je pense que dans la décennie à venir, ça sera réservé en priorité à la télé. Et quand je dis la télé, je parle des plateformes de streaming sous forme de séries. Par exemple, un film, au lieu qu'il soit reboot complètement, et ben on va l'adapter en série. On a vu par exemple Jason Bourne récemment a été adapté en série, donc voilà. Et il peut y avoir d'autres éléments comme ça. On le voit bien, hein, les grandes adaptations littéraires à venir, comme La Roue du Temps, etc., etc. Bon, Dune est une exception, mais la plupart sont en série. Et je pense qu'au niveau adaptation remake, il va y avoir un statu quo au cinéma. Il n'y en aura pas plus, pas forcément pas moins qu'avant. Mais alors que je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y aura de plus en plus de suites, parce que on a bien vu sur la décennie précédente que des films originaux avec énormément de budget, c'était extrêmement compliqué pour les studios. Ils vont aller dans la suite à n'en plus finir. Mais par contre, pour ce qui est du remake, du reboot, à l'exception bien évidemment des super-héros et des nouvelles adaptations, ça sera surtout sous forme de séries télé. Et puis pour donner un peu un point un peu capillotracté, il y a évidemment le fait que je suis sûr qu'il y aura de nombreux films avec The Rock au box-office. Ça, j'en suis persuadé sur cette décennie.
Alors je les vois bien, tes trolls, mon cher. Bah moi je vais parler de salles dans cette décennie, je pense que le cinéma va se réinventer en termes de nouvelles technologies, proposer une expérience différente aux spectateurs, et c'est une nécessité. On l'a bien vu déjà aux États-Unis dans les dernières années. Il y a eu la volonté des cinémas de, par exemple, miser beaucoup sur l'IMAX pour attirer de nouveau le public en salle parce qu'il y avait une peur d'une baisse de fréquentation des salles. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début de la vidéo. Et là, en fait, je pense que dans la décennie qui va arriver, on va avoir de nouveau de nouvelles technologies qui vont arriver. Mais je pense aussi, et là c'est un vœu pieux, j'ai envie de dire, j'espère que les cinémas vont prendre conscience que une des manières, je pense, de nous garder en tant que clients et donc en salle, c'est de nous offrir un spectacle de qualité. Et si vous êtes dans une grande salle parisienne, comme à la Villette où on avait fait les avant-premières, c'est impeccable. Mais par contre, moi, le cinéma de la petite ville, et qui n'est pas une si petite ville que ça, où j'habite, le cinéma, dans les faits, nous propose des écrans qui ne sont pas de bonne qualité, des 3D qui ne sont pas de bonne qualité. Et si on veut vraiment avoir quelque chose vraiment de cool, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire payer plus cher. Je pense qu'il est nécessaire dans la décennie à venir, et j'espère que ça va aller dans ce sens-là, qu'il va y avoir un effort porté sur la qualité de l'écran, sur la qualité de la 3D notamment. Alors effectivement, je pense que pas besoin de se faire des cheveux blancs pour les cinémas. Je suis d'accord avec toi qu'il y aura de nombreuses technologies qui vont être essayées. Alors si on fait le bilan, il y a eu des essais pour améliorer la cadence d'image avec le high frame rate, c'est-à-dire de passer à 48 images par seconde. Il y a ça a été tenté autour du Hobbit, ça a visiblement été retenté dans les premiers shootings de Avatar. On ne sait pas encore si les prochains films Avatar seront sur ce genre de tentative. Il y a eu des choses qui ont été tentées sur le fait d'avoir de la 3D ou pas. Moi, je verrais bien des choses autour d'arguments sur la résolution, la taille d'image, c'est-à-dire de dire vos films sont diffusés en 8K, en 16K si vous allez au cinéma. Ça, c'est quelque chose que les cinémas peuvent faire. Pourront faire sur la décennie, et après on pourrait aussi imaginer que ce soit un travail sur par exemple la qualité pure, en fait, le fait d'avoir des couleurs parfaites, le true tone comme ça peut être appelé parfois, donc d'avoir des couleurs plus vives, avoir une dynamique d'image, donc c'est-à-dire entre la richesse de nuances, de luminosité entre le noir le plus noir et le blanc le plus blanc, donc d'avoir une espèce de HDR vu qu'on l'a sur nos télés. Donc effectivement il faut que le cinéma en viennent techniquement à s'améliorer pour continuer à proposer une expérience supérieure à ce qu'il y a tout simplement à la maison. Et faut pas oublier le son, parce que le son c'est super important, qu'il y a beaucoup de normes son qui ne sont pas respectées dans les cinémas. Il y a des cinémas qui sont en normes son IMAX, d'autres qui sont en normes bref, je vais pas vous les citer toutes. Il y a énormément de normes son différentes, et c'est vrai que d'une salle à l'autre la qualité du son peut être très différente. Et ça, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup plus de grandeur au film qu'on voit par rapport à ce qu'on regarde dans nos appartements. Alors moi, je suis dans un petit appartement parisien, donc forcément, je peux pas mettre un home cinéma de ouf. Sinon, j'ai tous les voisins qui arrivent en mode de Walking Dead à taper à la porte, essayer de rentrer par la fenêtre pour me couper le son. Donc, effectivement, ça, je pense que les salles de cinéma doivent garder leur avancée. Et pour enchaîner sur un autre point, vu qu'on parle de nouvelles technologies, moi je vois bien arriver le deepfake. Alors on vous a proposé une vidéo en deepfake. Je suppose que Daniel va mettre ici une fiche pour rappeler la vidéo deepfake, et en fait donc en gros c'est la capacité à mettre un visage sur un autre, et qui va donc prendre de la place et donc permettre soit au petit film de le faire plus facilement, donc de jeunir ses acteurs, ou d'avoir un acteur qui joue avec un visage en 3D, etc., ou tout simplement d'avoir de plus en plus d'acteurs qui vont interpréter beaucoup de rôles parce qu'ils n'auront pas à passer
autant de temps sur le plateau, peut-être avec des doublures. Donc vraiment, à mon avis, il y a beaucoup de possibilités sur le deepfake, à la fois visuel, mais aussi audio, pour du coup nous tromper de plus en plus. On a vu à quel point il y avait une étape de passer sur le film Captain Marvel avec le rajeunissement de Samuel L. Jackson. Je pense fondamentalement qu'on est qu'au balbutiement de ça, et on risque d'avoir des acteurs à Hollywood, encore une fois Hollywood qui veut toujours ne prendre que le moindre de risques possible, d'avoir ces méga stars sur lesquels ils vont continuer à engranger de l'argent parce qu'ils pourront les utiliser plus vieux. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses et quels sont tes autres points? Non, là je te rejoins complètement. Le deepfake, oui. Alors pour faire écho à la vidéo, hein, moi je pense toujours que c'est un danger, et c'est aussi je pense à utiliser le deepfake ou les effets spéciaux pour faire revenir des acteurs qui sont décédés. Je trouve ça ça va pas avec le cinéma, je trouve. Mais bon, on en avait déjà parlé. En plus, après la vidéo, il y a eu notamment une information sur le fait qu'il allait y avoir un film avec James Dean. Ça, c'est vraiment un sens qui ne me convient pas du tout. J'espère qu'on va pas aller dans ce sens-là. Donc voilà. Moi, je vais parler d'autre chose. Je vais parler des ventes physiques de films. Je vais vous refaire un petit peu l'histoire des ventes physiques à travers le temps. Donc pour les plus jeunes, hein. Alors pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu ceci. Ça, c'est une VHS avec une cassette à l'intérieur. Donc ça n'existe plus. On l'a remplacé par, figurez-vous, un énorme carton qui a été le DVD. Il est là, le DVD. Voilà. Et donc c'est toujours Sixième Sens. Et ensuite, on a eu le format qui s'est le plus vendu dans toute l'histoire, qui est bien évidemment le Laserdisc. Et après, on a eu le droit au Blu-ray. Et le Blu-ray, donc c'est Lost in Translation, on voit rien avec la lumière. Et le Blu-ray a eu beaucoup de mal à se vendre. Alors, au début, il était trop cher. Les DVD ont commencé à moins se vendre. Les Blu-ray aussi. Le Laserdisc, c'était une vanne. Hein. Le truc s'est vendu pendant 2 semaines. Et je pense qu'à la fin de la décennie prochaine, on ne vendra plus rien. Alors, pour essayer de sauver les meubles, au niveau des Blu-ray, on a commencé à sortir ce genre de truc. Donc ça, c'est un steelbook de Mad Max sur Road. C'est des éditions collector. Je pense, moi, qu'à la fin de la décennie, il n'y aura plus de vente physique de films sous format disque, etc. Parce que y a plusieurs raisons. La première, c'est je pense qu'on aura plus besoin de machines pour mettre des disques. Hein. Ça ne servira à rien tout ça dans 10 ans. Les jeunes nous regardons en disant mais c'est quoi ce truc, un Blu-ray, mais c'est quoi? Et l'autre élément qui, à mon avis, ne nous laissera pas le choix de toute façon, c'est que comme les ventes sont en baisse, les supermarchés notamment commencent de plus en plus à fermer leurs rayons culture et à fermer principalement aussi les rayons tout ce qui est DVD, Blu-ray, etc. Il y a même déjà aujourd'hui des chaînes de supermarchés qui ne vendent plus du tout de Blu-ray. Le DVD arrive encore à survivre un petit peu, mais c'est compliqué aussi. Par contre, je pense paradoxalement que le physique va survivre, mais le physique pour les collectionneurs. Et on le voit notamment dans les jeux vidéo. Il y a toujours aujourd'hui une hype folle quand il y a une édition collector qui est annoncée. Elle est vendue à un certain nombre d'exemplaires. Et les gens se battent pour l'avoir. On le voit bien, par exemple, avec The Last of Us 2, l'édition collector, ça a été la folie pour essayer de la précommander. Pour les films, je pense que ça sera à peu près pareil, avec moins d'intensité. Et il pourrait y avoir, dans le courant de la décennie, quelque chose qui commence à apparaître. C'est ce que, globalement, on appelle les kits de fans. Donc, c'est une petite boîte avec plein de petits goodies liés au film. Il n'y a pas le film. Mais il y a plein de petits goodies sur le film. Alors ça peut être une jolie boîte, etc. Et ça, je pense que ça trouvera toujours son public. Un public qui sera bien évidemment moindre. Mais le grand public, par contre, consommera les films en VOD à la demande ou attendra tout simplement que ça soit disponible sur les plateformes. Et du coup, ça fera écho à mon point suivant. T'en as un, toi. À toi. Alors oui, j'en ai un, j'espère que je vais réussir à l'exprimer malgré mon cheveu sur la langue. Il y a aussi un changement que je vois. De plus en plus, les salles de cinéma sont utilisées pour faire de l'événementiel. Alors, il y a des concerts d'opéra qui sont diffusés dans les salles de cinéma. Il y a eu des premiers épisodes de séries qui ont été diffusés dans des salles de cinéma.
Et donc la série par exemple des Inhumains qui avait été diffusée en avant-première dans des IMAX, il y a des événements de jeux vidéo, de l'e-sport qui est diffusé dans du cinéma régulièrement maintenant. Donc en gros ces salles de cinéma qui vont un peu perdre leur usage premier vont essayer de se réinventer, et peut-être certains de ces usages pourraient un peu trouver un écho auprès du public. Moi j'ai envie de dire d'avoir des compétitions de jeux vidéo dans des cinéma, ça paraît assez naturel pour accueillir le public, le fait qu'il y a un écran, les concerts, les théâtres, de pouvoir avoir accès moins cher à certains types de spectacles vivants, ça peut être intéressant. Donc moi j'imagine effectivement, en tout cas c'est ça ou mourir, hein, donc que les cinémas vont essayer d'être assez créatifs sur la manière de se réinventer. Et écoute, est-ce que toi t'as un autre point? Oui, moi j'en ai un. J'aimerais parler de la chronologie des médias qui, à mon avis, va évoluer dans la décennie à venir. La chronologie des médias, c'est l'ordre de sortie en fait d'un film, donc d'abord au cinéma, et puis ensuite il sort sur Canal+ et en DVD. Ensuite, il sort en vidéo, en SVOD, etc. Alors, il y a différents cas pour la SVOD. Hein, ça dépend s'il y a un accord. Ça dépend si la plateforme a participé au financement ou pas du film, etc., etc. C'est assez complexe. Mais globalement, je pense que dans la décennie, ça va évoluer alors, peut-être que je me plante complètement, mais là, actuellement, Netflix respecte la chronologie des médias, n'a pas le choix, mais on sait que ça ne lui plaît pas forcément. Et arrive un nouvel acteur qui est Disney+, qui va être confronté à quelque chose qui est un petit peu paradoxal, c'est que Disney+ ne pourra pas mettre sur Disney+ des films Disney avant longtemps. Donc il faudra attendre. Alors est-ce que ça va être 15 mois d'attente ou un délai de 28 à 30 mois pour que, par exemple, un Avengers sorti au cinéma puisse arriver sur Disney+. Je pense que ces éléments-là, l'arrivée de Disney+, avec Netflix, va faire que la chronologie des médias va évoluer pour que les films sortent plutôt en SVOD que donc sur les plateformes de streaming. Je pense que la priorité qu'a Canal+ actuellement va pas forcément continuer, et le fait que Canal+ ait récupéré la distribution de Disney+ en exclusivité en France, alors ça veut pas dire que Disney+ ne sera disponible que sur Canal. En tout cas, Disney+ est avec Canal, et que Canal ait également signé un deal avec Netflix, avec OCS, etc., facilitera le fait que la chronologie des médias évolue pour que les films arrivent un peu plus vite sur Netflix et sur Disney+. Voilà. T'en penses quoi, toi, ça, de la chronologie des médias? Tu la vois évoluer ou pas du tout? Alors effectivement, tous ces gens qui se crêpent le chignon, moi, je vois ça évoluer. Mais la France risque d'être assez stagnante comme d'habitude sur ce sujet. C'est de plus en plus tiré par les cheveux, hein, je tiens à le dire. Bah oui, mais je suis toujours à un poil de l'échec. Et malheureusement, parfois, le fait que j'ai un poil dans la main fait que je ne me donne pas tout ce qu'il faut pour réussir. Mais du coup, qu'est-ce que je verrais de plus? Eh bien, tout simplement. Non, mais là, j'ai envie de dire chauffe qui peut, quoi. Ouais. Et du coup, donc je verrai plus d'animation. Et effectivement, l'animation et de nouvelles techniques sont sorties. C'est de plus en plus facile de faire de l'animation. L'animation des cheveux, par exemple, est quelque chose qui se fait bien mieux qu'avant. Et la motion capture, le fait de... Notamment... bah oui. Pardon, tu sais que tu me fais beaucoup de peigne. Et donc en fait il y a vraiment de plus en plus de moyens de faire de l'animation facilement. Il y a qu'à voir l'animation japonaise où on était passé sur tout était dessiné à la main, à quelque chose qui était un peu moins joli parce que c'était très assisté par ordinateur, et en fait on avait vraiment des éléments de décor qui étaient très visibles. On est passé à des éléments parfois en 3D assez moches sur certaines animations. Moi j'aime pas du tout l'animé Ajin par exemple, et puis ces techniques sont en train de on va dire d'être avalisées, d'être peaufinées, et de plus en plus je trouve que des studios de plus en plus petits sont capables de produire des choses
assez réussi avec moins de moyens, et je pense que c'est quelque chose qui pour l'instant est surtout sur le flux, c'est-à-dire l'animation en série animée, que je parle d'animes japonaises ou de séries animées américaines, mais fondamentalement ça risque d'avoir un impact sur les films d'animation qui du coup coûteraient moins cher à produire. Et dans les plus, je vois aussi plus de films communautaires ou communautaristes comme vous préférez. Il y a eu des gros succès là sur cette décennie comme Crazy Rich Asian, donc des films qui étaient vraiment faits pour plaire et à destination d'un public, qui ont été des gros cartons. Il y a eu Black Panther qui était vraiment en train d'essayer de surfer sur la blague du premier super-héros à Black. Bon, on met un peu de côté Blade, qui n'était pas vraiment totalement un super-héros dans la manière dont il a été marketé, et du coup vraiment l'impression que, encore une fois, on veut pas prendre de risques, donc on va essayer d'aller spécifiquement faire un film pour faire plaisir à une communauté qui a peut-être moins été représentée, ou même sûrement moins représentée, et du coup ça c'est une tendance que je vois vraiment grandir sur les prochaines années, parce que film moins cher à produire, des communautés qui ont envie d'avoir des films qui leur ressemblent, et forcément une envie de ne pas prendre de risques des producteurs. Du coup, tout ça, à mon avis, va amener à avoir plus de films communautaires. Et toi, mon cher Kerr, j'ai plus qu'un seul dernier point. Alors moi, là, je te propose de faire le point, et moi, après, je fais des petits paris sur la décennie. Vas-y. Fais ton dernier point. Excuse-moi, je ne voulais pas bouger d'un poil pendant que tu parlais, et du coup, je voulais terminer en fait par citer la société Quibi, je ne sais pas comment ça se prononce, pas du tout QUIBI, qui est donc la nouvelle plateforme qui est lancée par Jeffrey Katzenberg, qui est donc un des co-créateurs du studio DreamWorks et un ancien de Disney. En fait, il a créé une plateforme où ils veulent faire du contenu qui serait narratif, donc un peu comme des films ou des séries, mais très courts. Et en fait, eux, leur point de vue pour avoir créé cette plateforme, c'est que, je le disais en début de vidéo, de plus en plus un certain type de public ne regarde plus de films parce que c'est juste trop long et en plus il ne peut pas se déplacer. Et en fait, leur point de vue, c'est de dire, voilà, le cinéma est arrivé, le film de 2 heures, 3 heures a été l'évangile. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est que les gens se sont mis à regarder des séries. Ça dure plus que 50 minutes, 1 heure. Et donc, c'est le format supérieur parce que les gens peuvent snapper ça plus vite. Et pour eux, en fait, évidemment, les gens vont vouloir avoir des formats plus courts, aux alentours de 10 minutes, 12 minutes, donc encore plus court que les sitcoms à 22-24 minutes, et il faut voir que eux misent très fort sur ce genre de contenu narratif, et force est de voir que par exemple Netflix a tenté le coup avec une série comme c'est Death Robot, j'ai oublié le nom. C'était Love and Robots. Voilà, Death, Love c'est ça. plus Death, Robots. Love and Robots. Et du coup, qui était une Fincher, série avec une succession de courts-métrages qui en faisait des épisodes de, je l'ai devant les yeux, 10 minutes, 16 minutes, 10 minutes. Voilà, et donc c'est sur ce genre de base de série que cette plateforme veut se présenter. Alors, je sais pas à quel point je crois en la capacité à une nouvelle plateforme d'émerger maintenant, mais par contre, que les plateformes actuelles, YouTube en tête de file, IGTV, les installer comme Netflix ou Amazon Prime, je les vois bien tenter effectivement des formats très courts. Mandalorian par exemple a surpris tout le monde en étant un format à 30 minutes pour une grande partie de ses épisodes. Donc mais ça, un raccourcissement ou une proposition d'un nouveau format, j'y crois bien. Et toi mon cher Kerr ? Est-ce que tu n'es pas en train de teaser la vidéo sur les séries dans 10 ans ?
Moi, je le pense que tu teases cette vidéo. Alors, je la tease, mais en fait, je pense que ça a en parler dans les films sur les 10 prochaines années, parce que c'est vraiment des contenus narratifs qui étaient des films avant, des pitchs qui étaient des films avant, et qui maintenant, de plus en plus, se font un peu découper pour devenir des séries, comme par exemple la série Watchmen serait un bon exemple de méga films sur sa durée, et ça va aller encore plus loin en ayant des films qui peut-être ont un budget de film qui aurait dû être un film de 2 heures, qui en fait sera découpé en une douzaine d'épisodes de 10 à 12 minutes. Et il y a de fortes chances que certaines des productions qu'on voit actuelles, eh bien, la même production dans 6-7 ans soit produite dans un format court. Je te laisse C'est le mot de la fin, mon cher Je fais Pierre. mes petits paris. T'es prêt? Donc mes petits paris sur à la fin de la décennie. Donc voilà, on regardera cette vidéo dans 10 ans et avec vous, hein, et vous nous direz si on s'est planté ou pas. C'est parti. Je pense qu'Avatar 2 sera un beau carton au box-office. Mais je prends le pari, mais c'est un pari risqué, que Avengers Endgame, dans 10 ans, sera toujours le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Alors, tu m'as coiffé sur le poteau. Effectivement, je pense comme toi pour Avatar. Maintenant, j'ai du mal à croire qu'il y aura 3 pelés et un tondu devant les Avengers. J'ai pas dit ça, moi j'ai dit que... Non, tu veux dire le nouveau film Avengers? Oui, mais on n'a pas d'informations dessus, donc c'est difficile à dire. Mais en tout cas, moi, je prends le pari, Endgame restera premier. Je pense que Robert Downey Jr., dans la décennie à venir, il sera Iron Man au cinéma. Et concernant Disney et Marvel, justement, je pense que la phase 4 sera compliquée en termes de box-office, pas forcément en termes de qualité, mais je pense que la phase 4... sera moins brillante, moins juteuse en termes de dollars pour Disney que l'a été la phase 3 avec bien évidemment les mastodontes qui étaient Infinity War et Endgame. Par contre, la phase 5, à mon avis, sera monstrueuse avec l'arrivée des X-Men, des 4 Fantastiques, bien évidemment. Pourquoi pas un retour de Hugh Jackman en Wolverine, mais il faudrait pas tarder parce qu'il commence à vieillir, Hugh. Voilà, et alors je disais, pas forcément en termes de qualité, mais là récemment, le départ de Scott Derrickson de Doctor Strange 2 pour différents artistiques avec Disney peut-être commencer à nous inquiéter. On verra. On verra. Donc voilà un petit peu pour mes paris. T'as quelques paris toi sur la décennie? Non, je pense que tu as bien résumé ce qu'on se dit souvent entre nous. Moi, j'ai vraiment la croyance que, comme souvent, il y aura quelques films indés qui sortiront du lot parce que déjà, il y en a tellement que ce serait un peu possible qu'il n'y en ait pas des très bons dans le tas. Je pense que la super-héros fatigue, il y a pas de raison que ça commence pas à arriver effectivement sur la fin de la décennie, mais en attendant je pense que les super-héros ont encore de très beaux jours devant eux, et surtout qu'il faut pas oublier que là il y a que Marvel qui réussit, mais DC a énormément de gens aussi. Donc voilà, en tout cas moi je pense qu'on va avoir, comme on l'a dit, là il y a peut-être plein de points où on a dit à quel point ça pouvait être compliqué le cinéma qui va arriver, enfin les années de cinéma, il va falloir qu'ils se réinventent beaucoup, mais on risque d'avoir aussi beaucoup de belles choses parce que les plateformes vont pousser à produire beaucoup de films qui vont être leur vitrine de mois en mois, et ça peut nous amener vraiment beaucoup de très belles surprises, faciles à regarder pour plus de gens, plus accessibles que les places à 15 € à Paris. Donc voilà, en tout cas, le cinéma je pense fondamentalement que le cinéma va bien se porter, peut-être pas les cinémas, mais le cinéma se portera bien. Voilà. Ouais, d'ailleurs, alors je ne sais pas si la vidéo est sortie au moment où on sort celle-là, mais en tout cas, il y a une vidéo que nous avons enregistrée qui s'appelle le cinéma et les séries vont-ils connaître un âge d'or? Et on vous invite à la regarder quand elle est dispo, et si elle l'est déjà, n'hésitez pas à sauter dessus. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Kerr, pour ce souci capillaire. À très vite. Des bisous. Ciao, ciao.